Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme. Nous sommes très heureux de vous le présenter. Vous avez été très nombreux à réagir à la suite de notre récent programme où nous vous parlions des questions fondamentales de notre économie. Nous avons pris donc bonne note de la volonté dans notre population de comprendre les questions de fond, les questions liées à l'économie, les questions liées à la politique économique du pays, mais surtout les grands choix que nous devons opérer aujourd'hui pour nous-mêmes et pour les générations futures. Aujourd'hui, avec le plaisir de retrouver Jérôme Sekana. Bonjour Jérôme. Bonjour William. Nous avons donc décidé de continuer cette aventure dans le sens d'améliorer notre accès à la réalité économique, mais surtout d'améliorer notre accès à la réalité qui nous environne. Pour pouvoir parler aujourd'hui, Jérôme, nous avons le plaisir de recevoir deux personnalités. Monsieur Vincent Ngonga, qui est très connu, mais je vais quand même faire le plaisir de vous présenter. Vous êtes un économiste, vous avez été directeur de l'Hôtel des Monnaies, vous avez été directeur à la Banque centrale. Aujourd'hui, vous êtes le directeur adjoint au cabinet du Premier ministre Matata Ponyo. Merci donc d'accepter aujourd'hui cette tâche de venir éclairer l'opinion sur des questions économiques, mais sur des questions de fond. Nous avons aussi le plaisir de retrouver Al Kitenge, que l'on ne présente plus parce qu'il est quand même connu aujourd'hui par l'espace médiatique. Vous êtes ingénieur, mais vous avez aussi une formation en management, en économie, mais vous êtes stratégiste. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui habitué à faire fonctionner votre intelligence dans le domaine de la stratégie. Merci donc d'être là avec nous aujourd'hui. Nous avons un sujet difficile à aborder parce que c'est un sujet qui concerne en même temps le présent, mais en même temps aussi l'avenir de ce pays. Le pays a, effectivement, on en parle beaucoup, le pays a des relations avec les institutions de Bretton Woods. Nous avons des programmes que nos gouvernements suivent aujourd'hui, mais en même temps nous avons une difficulté parce que quand nous faisons l'état des lieux de notre situation, nous nous rendons compte bel et bien que la pauvreté continue à faire son bonhomme de chemin, malgré les efforts qui sont consentis par-ci par-là. Nous avons l'impression que d'un côté il y a des choses qui sont faites, de l'autre côté des choses détériorent. Que faire? Nous allons donc discuter avec vous pour savoir un peu dans quelle direction mener les grandes lignes. Jérôme certainement a une première question à poser et une réflexion d'entrée. Merci William et bienvenue à nos invités. Nous sommes pays membre des institutions de Bretton Woods depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous n'avons pas encore commencé et terminé sans accroc un programme avec ces institutions de Bretton Woods. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une fausse route? Quel est l'intérêt que nous avons, nous Congolais, à pouvoir s'accrocher à ces institutions? Est-ce que ces institutions peuvent nous permettre d'arriver au développement que nous recherchons? Quand nous savons très bien que la Banque mondiale dit que son cheval de bataille, c'est la lutte contre la pauvreté. Depuis 1963, la pauvreté est toujours visible partout. Quand nous savons très bien que le Fonds monétaire international nous accompagne pour avoir une bonne gouvernance, une bonne gestion de notre économie et que nous avons toujours des problèmes économiques. Voilà la question que je m'en vais vous poser d'entrée de jeu. Ne sommes-nous pas en train de faire une fausse route? Monsieur Ngonga. Bien, merci d'abord de la question et puis de l'invitation que vous m'avez faite. Cela démontre votre préoccupation quant aux questions de fond de l'économie congolaise. Je commencerai par dire qu'on ne développe pas un pays, on s'auto-développe. Donc le développement de ces pays ne viendra ni de la Banque mondiale ni des fonds monétaires. Les fonds monétaires et la Banque mondiale, ce sont des conseillers. Bien sûr, la fonction du conseil, c'est une grande fonction, mais ce n'est pas la fonction la plus déterminante. Donc le problème de fond dans notre pays, c'est que depuis 1960, l'avènement de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale, nous n'avions pas disposé d'un plan de développement intégral de ces pays pour permettre des transformations structurelles de fonds, à même de permettre, l'intégration dynamique de l'économie, l'intégration dynamique et spatiale de l'économie, à même de permettre l'amélioration de la compétitivité de l'économie par une transformation conséquente
des matières premières en valeurs ajoutées susceptibles d'augmenter le poids de notre économie. Donc je crois que ce sont ces questions déterminantes qu'il faudrait aujourd'hui aborder objectivement, sincèrement, pour voir dans quelle mesure nous pouvons sortir de cette ornière. Donc d'abord, il faut définir, s'approprier le développement à partir d'une planification qui soit conséquente et obligatoire. Ça fait peur de vous entendre parler d'entrée des jeux comme ça. Nous aurons donc vécu aveugles sur une réalité essentielle. 50 ans après notre indépendance, nous n'avons pas encore réfléchi à cela. À quoi cela est dû? Voilà, la réponse est simple. C'est que souvent, c'est ça les risques d'abondance des ressources naturelles. On a été un peu gâté par la nature et on s'est dit, comme nous avons tellement de ressources naturelles, écoutez, il y a même eu un homme politique de ces pays qui a dit non, ces pays n'ont pas besoin d'un plan de développement parce que nous avons tellement de ressources. C'est la cueillette et le oui, ramassage. Donc la cueillette va continuer et nous nous porterons toujours bien. Donc c'est cela, c'est le piège d'abord de l'abondance des ressources naturelles qui a fait que nous n'avons pas eu cette dimension historique de considérer qu'avec l'abondance des ressources, il y a aussi les pièges liés à cette abondance des ressources, donc la malédiction des ressources naturelles. Monsieur Kitenge, vous devez être nombreux à attendre la réponse de M. Ngonga sur l'absence d'un plan intégral de développement qui devrait... Un plan national. Vous devez être pas sectoriel. Voilà. Alors, votre première réaction par rapport à cela? Je pense que M. Ngonga a touché du doigt la réalité de ce pays. Moi, je le dis toujours de manière simple, même pour construire une maison, on commence par la dessiner. Et aujourd'hui, lorsque c'est une maison un peu complexe, des ingénieurs la calculent. Et aujourd'hui, la technologie permet de la visualiser. C'est le nouveau leadership. Au lieu de pleurer sur ce que nous n'avons pas fait les 50 dernières années, je pense qu'il faut se poser la question de savoir, aujourd'hui, quelle est notre responsabilité. Notre responsabilité est d'abord de constater que les défis des Belges du temps de la colonisation ne sont pas les mêmes aujourd'hui. La vision des Belges du temps de la colonisation n'était pas la même. Les Belges, en prenant ce pays, avaient des objectifs très précis d'enrichissement rapide, parce qu'ils savaient que ça allait s'arrêter, que ça pouvait s'arrêter n'importe quand. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté. Et dans leur implantation, regardez comment ils sont implantés dans la ville de Kinshasa, ils ont pris la Gombe, la Corniche. Et ils ont implanté des camps militaires à chaque sortie pour se protéger contre les nègres. Et quand l'indépendance est arrivée, nos frères devenus blancs ont fait exactement la même chose. Ils ont pris la Gombe. Ils coincent la République dans la Gombe. On dit que Kinshasa, c'est la capitale. La vitrine du pays. Mais les institutions de l'État ne sont pas installées dans la capitale. Elles sont installées à la Gombe en grande partie. De la même manière, on a ignoré l'étendue de la République. Les Belges, ils ne mettaient des infrastructures que là où ils devaient sortir ce qu'ils avaient envie de sortir. Mais quand ils sont partis, la responsabilité devenait globale. Très malheureusement, nous ne nous sommes jamais aperçus de la nécessité de faire une offre publique générale à tous les enfants de ce pays, où qu'ils soient. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a 70% de notre personnel qui ne sait ni lire ni écrire correctement. Ça revient à la compétitivité dont a parlé M. Ngonga tout à l'heure. Deuxième, les Belges et Mobutu nous ont laissé une économie fragmentée. Aujourd'hui, avec la guerre de la FDL, tout le monde sait qu'avec les armes, on peut arriver au pouvoir. Conséquence, nous avons une 60aine de groupes armés. Mais aujourd'hui, nous avons le GSM et l'Internet. Ça veut dire que les gens savent ce qui se passe sur l'étendue de la République à l'instant T. Et nous avons notre grande gueule nationale, la radio Okapi, qui informe tout le monde sur tout ce qui se passe partout. Du coup, le défi réel de ce pays, c'est de donner des réponses immédiates à tout le monde. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que nous sommes capables. La réponse est non. Et donc, il faut une certaine asymétrie nécessaire qui aille directement à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont dans la plus grande précarité. En fait, je vais vous le dire, ce sont ceux-là qui prennent des armes. Ceux à qui on vient faire une offre parce que personne ne leur a jamais fait une offre. C'est une condition de base pour la stabilité. À mon avis, la vision, le leadership
doit passer par la compréhension de la globalité de la demande citoyenne. Alors, mais comment s'y prendre? Parce que quand vous dites qu'il faut une offre nationale pour dénicher l'intelligentsia et l'amener à participer à la reconstruction nationale, les enjeux étant déjà connus, on commence par quoi? On commence par, une occupation sérieuse de l'espace territorial national. Aujourd'hui, quand on entend parler d'un territoire nouveau, pour la première fois à la télévision, à la radio, c'est quand les rebelles, quels qu'ils soient, disent qu'ils occupent cet espace. La vérité, c'est que cet espace n'a jamais été pris en charge par l'État. L'État congolais est terriblement absent sur son territoire. Il faut commencer par occuper le territoire. Donc renforcer l'autorité de l'État. La présence physique de l'État. C'est extrêmement important. Cela a un prix, mais c'est aussi productif. Parce que là où vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas produire. Le M23 aujourd'hui lève l'impôt là où l'État congolais n'a jamais levé l'impôt. C'est le départ. Deuxième chose, à partir du moment où on est aux côtés du citoyen, il y a ce qu'on appelle les offres de services publics universels. Par exemple, la présence de la poste, l'œil et l'oreille de l'État, où que l'on soit. Deuxième, la police et les services de renseignement. Troisième, la fluidité de l'économie. Aujourd'hui, nous avons des coins de notre pays qui produisent et qui voient la production pourrir parce qu'il n'y a personne qui a un plan pour eux. Et nous sommes dans un moment particulier, la fin de la guerre de l'Est, l'arrêt des hostilités, ça va s'arrêter, c'est en train de s'arrêter. Nous avons l'obligation d'avoir un plan de substitution de la guerre. Ça doit être un plan économique. Parce que si nous n'avons pas un plan économique, les gens vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils savent faire. Ils vont revenir à la guerre. Oui, si vous permettez, là je m'adresse à M. Ngonga. Pas plus tard qu'hier, les conseils d'administration de la Banque mondiale venaient d'approuver une nouvelle stratégie d'aide pays avec à la clé plus ou moins 760 millions de dollars qu'on va encore mettre à la disposition de la République démocratique du Congo. Et nous avons un portefeuille de plus ou moins 3 milliards avec cette institution de Bretton Woods, disséminée, répartie dans plus ou moins 18 projets. Ça, c'est un appui de cette institution à la République démocratique du Congo qui vient en appoint aux efforts du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce que nous faisons, le gouvernement fait, et ajouter à ce que la Banque mondiale nous apporte et d'autres partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux, nous sommes capables d'avancer les pays et atteindre les objectifs des millénaires si et seulement si nous maintenons le cap, où il y a encore des choses à faire. Nous sommes en deçà, bien sûr, des attentes, c'est connu, et qu'il nous faut encore plus pour prétendre satisfaire les attentes de nos populations. Très bien. Donc, je commencerai par là où mon collègue a terminé. C'est que quel est le diagnostic de la situation économique de la RDC depuis 60? Et je vais adosser ce diagnostic au diagnostic politique. Diagnostic économique. D'abord, nous avons une économie, il a dit fragmentée, segmentée, désintégrée. Il y a une économie avec plusieurs vitesses. Bien. D'où il y a nécessité d'abord d'avoir des réformes structurelles qui puissent permettre une bonne articulation de l'économie, intégrer l'économie, essayer de trouver la dynamique de l'intérieur même de l'économie. Ça, c'est une nécessité. Et cela, vous ne pouvez l'obtenir qu'à travers une vision à long terme assise sur un plan de développement, où vous déterminez les priorités de développement. Il a dit quelque chose d'essentiel. Moi, je résume en tant qu'économiste. Les causes des conflits sont essentiellement d'origine économique. Pour avoir oublié cette vérité, souvent nous avons entretenu des conflits. Parce que vous avez des riverains qui, avec la révolution aujourd'hui de la télécommunication, apprennent que non, à côté d'eux, il y a des richesses qui font nourrir le monde entier. Ils vont se poser la question, mais pourquoi sommes-nous dans un tel dénuement? Et voilà ce qui amène les gens à prendre les armes. Donc nous devrons d'abord nous dire comment répondre à cette demande sociale qui est de plus en plus pressante. Quand par exemple à Kinshasa, les gens disent Bazoliate,
il faut vous poser la question, qu'est-ce que cela voudrait dire au fond? Parce qu'ils apprennent que leur pays est un pays qui a des potentialités. Parce que si vous commencez à citer les richesses de ces pays aujourd'hui, nous pouvons même prendre 1 heure. On cite Wolfram, or, toute une journée. Quelqu'un parle, il revient et il continue à citer. Mais après, la personne va se poser la question, mais pourquoi sommes-nous là aussi pauvres? Je crois que c'est cela. Donc, vraiment, la première des urgences, bâtir d'abord un consensus national sur la nécessité d'un développement qui soit intégré et d'un développement qui soit conséquent. Il faut d'abord bâtir ces consensus. Et ces consensus manquent. Et pourtant, nous avons eu la table ronde de Bruxelles, nous avons eu... Bien, mais j'ai parlé, c'était des tables rondes plus politiques qu'économiques. Malheureusement. Alors, comment, vous allez continuer. Comment, vous allez essayer de répondre rapidement, comment on va faire maintenant pour que notre économie, quand même, qui n'est pas une économie en vase clos, comment, en même temps, la créer, l'intégrer tout en tenant compte de la dimension internationale? Bien, je crois que dans un premier temps, il y a un arbitrage douloureux à faire entre le court terme, d'une part, les moyens, le long terme, d'autre part. Dans le court terme, il y a cette pression sociale en termes d'amélioration rapide de la qualité de vie. Ça, c'est une pression incessante. Et de l'autre côté, il y a cette amélioration qualitative qui se fera sur la durée et qui sera assise, adossée sur un plan de développement. Je crois, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous nous sommes dit, sans sacrifier les urgences de court terme, il faut aussi inscrire les réalités, les exigences de moyen long terme dans notre politique. C'est pourquoi notre gouvernement est-il dans cette perspective-là? Oui, nous sommes dans cette perspective parce que hier, nous avons eu une discussion qui m'a fait un peu sourire. Un conseiller principal dira, mais DIRCAB, tu sais, les gens ont dit oui, nous avons été très forts en une année, mais c'était des solutions de replâtrage. C'était de la plomberie. Bon. Mais nous ne sommes pas à même maintenant de monter une stratégie de développement à moyen long terme, assis sur un plan conséquent. Non, je lui ai répondu, écoutez, vous savez vous-même que nous sommes en train de bâtir un plan de développement et que toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui s'inscrivent dans ces plans-là. Bien. Mais maintenant, effectivement, il faudrait faire très très attention entre l'embellie économique et la détresse sociale. L'embellie des chiffres. L'embellie économique à travers les chiffres et la détresse sociale. C'est là où nous faisons toujours un effort. Vous voyez que dans les actions, j'en parlerai peut-être pendant cette émission, nous essayons chaque fois de voir comment faire en sorte qu'on puisse contenter une plus grande partie de la population avec la bancarisation. C'était ça la vision. Avec la bancarisation, j'en parlerai. Et puis, maintenant, avec le lancement de la campagne agricole et des autres initiatives en matière agricole. Oui, M. Kitege, vous avez parlé de l'absence de l'intégration de notre économie, ce qui est réel. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets que vous pouvez donner pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre l'absence de cette intégration de notre économie? Est-ce que notre économie a plusieurs vitesses? Je vais commencer par dire quelque chose de simple pour parler de la planification dont a parlé M. Ngonga tout à l'heure. Notre pays n'a même pas un consensus sur l'occupation du terrain. C'est ce qu'on appelle le plan général d'aménagement du territoire. On ne l'a pas. À se poser la question de savoir comment nous faisons. La première conséquence est la suivante. Prenez le carburant. Kinshasa, 1,4. Mbujimai, 2 litres. Cabinda, 2,5. Lodja, 3,5, 4. Nous sommes dans le même pays. Plus on s'enfonce dans la pauvreté, plus on paye cher. Je voudrais vous donner un autre chiffre. Le ciment, à Chabunda, 80 $ le sac. À Kinshasa, 15 $ le sac. Quelqu'un qui est à Chabunda et qui gagne de l'argent, pourquoi il construirait une maison là-bas? Il en construira 4 ici. C'est sur ce genre de choses, et il y en a plusieurs, où le pays doit fournir un effort pour donner des véritables réponses. Pour dire, il ne faut pas laisser que les choses arrivent au hasard. Sur des questions fondamentales, il faut avoir ce qu'on appelle des projets structurants
qui permettent aux gens de se sédentariser là où ils sont. Aujourd'hui, dans notre pays, quand on dit milieu rural, ça rime avec pauvreté. Pour quelle raison voudrez-vous qu'un être humain aspire à la pauvreté? C'est pour ça que moi je dis tout le temps, la bataille de la lutte contre la pauvreté est une très mauvaise bataille. C'est celle qui justifie que jusqu'aujourd'hui, des années après, nous sommes toujours dans la pauvreté, parce que nous sommes en train de lutter contre la pauvreté comme étant quelque chose de fatal. Il faut s'occuper du développement et de la production des richesses, mais une production intensive. Là vient deux bonnes questions. La première, avons-nous les ressources humaines nécessaires, compétitives, capables de transformer ce pays? La réponse, oui, mais en très petit nombre. Deuxième chose, avons-nous les ressources financières pour être en mesure de transformer ce pays? Malheureusement, un grand non. Donc, ça pose toute la question de la nécessité d'internationaliser la question du développement du Congo. Mais, il faut qu'une intelligence locale en assure le leadership. Sinon, c'est ce que les Congolais décrient tout le temps, le départ de la souveraineté nationale. J'insiste encore une fois sur l'intelligence de la souveraineté, du leadership national. L'exemple le plus simple, c'est Inga. Il faut près de 200 milliards de dollars pour être en mesure de développer le grand Inga. Réseau, circuit de distribution, centre de production et tout le reste. Nous n'avons pas cet argent, nous ne l'aurons pas dans les 10 années en continuant de la manière que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais tout le monde sait bien que beaucoup de pays, dont l'Afrique du Sud, voient leur économie se ralentir à cause de nous. Nous avons donc... L'Afrique du Sud propose même d'acheter le gros, 60% de la production d'Inga 3. Et nous ne sommes qu'au niveau de Inga 3. Le grand Inga n'est pas encore mis sur la table. Je vous donne quand même un chiffre. Nous avons 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique dans notre pays. On va tout casser. Imaginons qu'un miracle se passe et qu'on investisse en tout. Ça représente un chiffre d'affaires annuel ou des revenus annuels de 72 milliards de dollars. Pour quelle raison nous crachons sur ça? Pour quelle raison nous voudrons être responsables de 100% de zéro? Pour quelle raison nous ne choisissons pas d'avoir des partenariats sérieux, stratégiques, conçus, expliqués à nos populations, à nos institutions, dans le cadre de ce que nous appelons tous les deux le plan national de développement, qui dégage les mécanismes au travers desquels les acteurs du pouvoir sont censés concéder les biens de l'État. C'est toutes ces questions qu'il faut poser. Il faut les poser aux Congolais, il faut leur expliquer. L'équation congolaise aujourd'hui est une équation totalement impossible. Je comprends bien le désarroi des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans leur besoin de répondre aux urgences, des urgences du reste légitimes, mais également les besoins de tenir la maison dans une inscription à long terme. Et donc aujourd'hui, lorsque vous regardez les véritables besoins de survie, nous avons des femmes qui meurent à l'accouchement, nous avons des gens qui meurent de malaria, des maladies complètement incurables, nous avons une capitale qui souffre de choléra, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, nous avons le choléra, notre situation est grave. Mais tant qu'on ne dit pas la vérité, tant qu'on ne dit pas à quel point c'est grave, des fois, en se posant les mauvaises questions, même les bonnes réponses sont des mauvaises réponses. Et donc, il est important de faire comprendre la vérité et la sévérité, et je pense que le gouvernement Matata a aujourd'hui la confiance nécessaire pour être en mesure de dire aux Congolais, les amis, il faut qu'on se parle en toute vérité. Mais le cadre, c'est lequel? Parce que là, vous avez énuméré, bien sûr, tout ce que nous devons faire. Il y a même l'absence des dividendes de notre puits carbone. Les ressources sont là, nous sommes assis sur un lingot d'or, mais nous quémandons. L'image est forte, bien sûr, mais nous commençons par quoi? Vous avez dit le gouvernement Matata peut faire quelque chose. Est-ce que ce que fait le gouvernement Matata n'est pas inscrit sur la bonne direction? Le gouvernement Matata agit très bien dans un cadre de ce qu'ils appellent la révolution de la modernité, qui est un plan de mandature. Chef de l'État. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arbitrer sur le long terme. Engager le pays de manière fondamentalement forte pour que nous puissions répondre aussi bien aux besoins de la mandature, mais surtout inscrire le pays sur les vrais rails, ceux de son développement rapide, pour être en mesure de donner des solutions à tout le monde. Je donne un exemple simple, monsieur le journaliste. Nous avons un pays où l'espérance de vie est à 48 ans. La retraite naturelle et légale est à 65 ans. Quel est le contrat social? L'équation est impossible. Nous sommes un pays où 70% de notre population ne sait pas lire et écrire correctement. Quel est le degré de productivité de ces gens? Il faut se poser la question de savoir où est-ce que nous voulons aller dans 15 ans, où est-ce que nous voulons aller dans 20 ans. Et ça dépasse la mandature. Il faut donc arriver à trouver un gros consensus dans le pays, au-delà des couleurs politiques. Il faut bien que quelqu'un commence.
ça ne doit être que ceux qui sont au pouvoir. Ils doivent s'humilier. Est-ce que vous ne pensez pas que la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de la révolution de la modernité, c'était auparavant 5 chantiers, s'inscrit dans cette logique-là? Ça peut s'inscrire dans cette logique. Un, il faut le dire. Deux, il faut l'écrire et le proposer à la pâture, que les gens l'enrichissent, le critiquent, pour qu'enfin il en sorte un document qui appartient à tout le monde. Pour le moment, ces documents n'existent pas. Pour le moment, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Que je sache, il n'existe pas sur la place publique. Et ce que nous sommes en train de dire, il n'a jamais été donné en pâture pour que les gens le critiquent et l'enrichissent. Pour que chaque Congolais apporte du sien, améliore, apporte sa participation. Et qu'il se sente partie prenante. Oui. Nous avons besoin d'un grand plan qui ressemblerait au plan Marshall, qui nous permettrait de nous inscrire dans les 20, dans les 30 prochaines années, quel que soit le côté politique où nous sommes. S'il vous plaît, lorsque le gouvernement dit que nous serons pays émergents en 2025, en 2035, en 2025, est-ce que c'est possible et quand on entend ce genre de discours? Non, voilà, il y a des précisions quand même à faire. Hein. Les documents stratégiques, où la vision stratégique existe, mais maintenant faudrait-il l'approfondir? Parce que quand on dit pays émergent, ce n'est pas 2025, 2030, déjà on a une vision. Mais maintenant, comment cheminer vers cet objectif? Bien, c'est là où je dis qu'il faut maintenant définir rapidement les priorités de développement. Il a parlé de la formation des ressources humaines, c'est un élément très capital. Comment s'assurer que le capital humain congolais peut être à même de prendre en charge les défis du développement de ces pays? Deux, les défis en matière de ressources financières. Comment s'opérera ces financements de développement? Bien, je crois que je commencerai par là où j'ai terminé, dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est conscient qu'il y a des exigences de court terme qui ne doivent pas aliéner celles de moyen et long terme. Nous nous sommes engagés pour ce faire à répondre déjà aux exigences de court terme, par un certain nombre de mesures que j'allais citer rapidement. Il y a entre autres la bancarisation qui a permis, tant soit peu déjà, à résoudre les problèmes des paiements des salaires, des effectifs et des paiements des salaires, des paiements réguliers des salaires des fonctionnaires et agents de l'administration publique. Deuxième, cela a permis aussi de préserver ces agents des prélèvements indus qui étaient effectués. Et vous remarquerez aujourd'hui, il y a un consensus quand même sur cet instrument bancarisation de la paie. Mais faudrait-il maintenant chercher à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent dans certaines provinces par rapport à la bancarisation, là où il n'y a pas de banque. Bon, ça, je n'aimerais pas en parler. Alors, deuxième, c'est l'agriculture. Nous savons que 70% de la population congolaise est rurale. Nous nous sommes dit, si nous voulons donner une impulsion qui puisse se traduire par des effets rapides sur le vécu quotidien de la population, il faut déjà commencer à songer à toucher à l'agriculture. Nous avons trois paliers de croissance. Secteur porteur de croissance, mais qui touche à une plus grande population. Oui. Donc, nous avons trois leviers au niveau du développement agricole. Il y a d'abord la campagne agricole. Là, c'est pour surtout les paysans et les petits fermiers qui se sentent oubliés depuis longtemps par les gouvernements ou les dirigeants politiques. Deuxième, il y a ce que nous appelons les partenariats stratégiques pour la formation dans le cadre des chaînes de valeur. Et troisième, ce que nous appelons les complexes agro-industriels, ou les parcs agro-industriels. Hier, le Premier ministre s'est rendu à l'Ancélé pour signer le protocole d'accord avec une maison israélienne qui va exploiter les domaines agricoles de l'Ancélé. Là, c'est dans le cadre d'une industrialisation de l'agriculture, de manière à permettre, on a parlé avec l'ami, à augmenter la valeur ajoutée de l'agriculture. Donc, je crois que tout cela, c'est un peu de l'équilibrisme, je conçois, mais nous nous sommes rendus compte que la demande sociale étant pressante, il faudrait, au même moment, vous réfléchissez sur les moyens, le long terme, commencer déjà à trouver des solutions par rapport à cette demande pressante, mais qui s'inscrivent dans un cadre global et cohérent. Alors, nous sommes effectivement en train, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce programme,
où nous nous posons des questions de fond. Comment trouver l'équilibre entre la gestion des urgences, mais aussi maintenir les caps sur les longs termes. Alors, il y a quand même deux équations, deux choses qui me viennent à l'esprit. Notre quête démocratique, qui est basée sur le désir d'alternance, semble être incompatible avec la tenue d'un programme de développement permanent. C'est-à-dire, si quelqu'un est au pouvoir aujourd'hui, il fait des promesses, il fait un programme, il commence à l'appliquer. Quand il quitte le pouvoir, ceux qui le remplacent remettent tout en cause et on recommence encore là. On repart à zéro. Donc il y a donc effectivement l'alternance peut mettre en danger, si on n'a pas pris les précautions nécessaires, la route des acquis. Maintenant, la question que je voudrais poser à nos invités, c'est celle-là. C'est-à-dire comment négocier un plan de développement qui soit opposable à tous, quel que soit celui qui est au pouvoir, quelle que soit l'alternance. Je prendrai la main. Oui. C'est une question extrêmement intelligente et elle est très bien. Et la réponse est très simple. La faute de ce pays, c'est de penser que le pouvoir est entre les mains d'une seule personne. Aujourd'hui, quand on est assis à Kasumbalesa, on voudrait demander à Joseph Kabila de venir agir. Dramatiquement, notre pouvoir a toujours été conçu ainsi. Il est dirigé de très haut, au point que quand on est, du point de vue géographique, loin du pouvoir, on n'a pas le soleil. Il est important aujourd'hui de nous rendre compte que nous sommes dans un tournant fondamental, la décentralisation effective. Très bien. Il faut arriver à multiplier les centres d'impulsion et donner les moyens à la base pour que les citoyens au quotidien soient en mesure de poser des questions directement aux personnes à qui ils ont donné le mandat. Le mandat de la collectivité locale est le mandat le plus important. Deuxième chose, dans le cadre de la décentralisation et dans le cadre du cycle complet des élections, vous allez voir que le pouvoir va être disséminé. Il devra être logique qu'un certain nombre de provinces soient dirigées par des membres de l'opposition. Il devra être normal d'avoir une cartographie différente au niveau des communes et au niveau du gouvernement central. Et voilà la clé de la cohésion nationale. Le partage du risque national, le partage de l'action. Ça permettra de toujours être en mesure de dire à certaines personnes qui sont à l'opposition, vous n'êtes déjà pas capable de gérer... Mais pas le partage du pouvoir, le partage du risque d'action. C'est bien, la nuance est bien passée. Vous n'êtes déjà pas capable de gérer au niveau de la commune, comment voulez-vous prétendre que vous pouvez gérer au niveau national? Il faut que tout le monde ait les mains dans la cambouille, c'est extrêmement important. Ça nous permet d'avoir ce sentiment d'appartenir à la même nation. La même question reste. Oui, la même question reste. Oui. Les puissants instruments, tout justement, de mise en dynamique du développement, c'est la décentralisation. Comprise dans le sens en trois premiers de la décentralisation. Hier, déjà, on débattait la question de rétrocession accordée aux provinces. Et j'ai présidé une réunion où j'ai demandé, mais nous rétrocédons aux provinces chaque mois des montants importants. Mais qui ne sont pas les 40%. Même si ce n'est pas 40%. Il ne faut même pas déjà se projeter sur les 40%, quand déjà sur l'utilisation de ce qui est fait des montants d'aujourd'hui. Ça n'arrive pas. Oui. Est-ce que ces rétrocessions sont répercutées sur les entités décentralisées? Je crois que là, c'est un problème de fond d'abord à résoudre. Donc, cette année, il y a des montants qui sont prévus dans le cadre des rétrocessions en province, même si ça n'atteindrait pas 40%, mais ce sont des montants importants par rapport au budget, à notre budget. Nous devons nous assurer, et c'est là où je suis content parce que j'ai vécu l'expérience d'Evreux, c'est une mairie en France, je viens de là, mais les mairies se prennent complètement en charge. Elles ont un budget. Elles lèvent l'impôt. Elles lèvent l'impôt, des taxes et des impôts qu'elles défendent. Le budget est défendu pratiquement chaque trimestre devant la base. Ils doivent répondre. D'abord, ils présentent des projets et après un trimestre, ils doivent dire pourquoi tel projet n'a pas été réalisé. Donc, il faudrait faire en sorte que les pouvoirs soient exercés au niveau de la proximité, au niveau de la base. Et c'est là déjà, si nous avons déjà ce concept, parce que dans la Constitution, nous avons retenu la décentralisation comme un des instruments,
pour l'impulsion de notre développement. C'est déjà un point de consensus. Maintenant, faudrait-il définir les priorités de développement? Nous avons cet instrument. Il faut définir maintenant les priorités de développement. Et je crois que c'est là où se pose le problème du choix des ressources humaines. Vraiment, il l'a bien dit. Et je le répète souvent à mon chef direct, nous avons formé beaucoup d'universitaires dans ces pays. Mais je me demande toujours si ces universitaires sont capables de relever les défis du développement économique de ces pays. Alors, dans le domaine qui est le mien, le domaine économique, j'aime toujours répéter, au premier, je dis, nous avons beaucoup de diplômés en économie, mais très peu d'économistes. Parce que l'économiste, c'est celui qui pose les diagnostics de la situation, et dès qu'il a posé les diagnostics qui est compatible avec la réalité de la situation, il doit se poser maintenant quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour redresser la situation. Et là, Jérôme va tout à l'heure reprendre la parole, mais j'aimerais quand même qu'on aboutisse à quelque chose, parce qu'il faut faire un choix stratégique. Le choix qui nous a été imposé par la colonisation, nous l'avons assumé, c'était le choix des ressources naturelles. Nous sommes partis de l'idée que ce pays se développera grâce à ces ressources naturelles, donc c'est principalement les ressources minières et consorts. Maintenant, nous avons vu effectivement que ça ne nous a pas encore amené au développement. Est-il possible de changer? Ou bien c'est une fatalité, nous ne passerons que par les ressources naturelles? Non, je peux répondre, je vais passer par mon ami. Je crois qu'on peut changer rapidement. La ressource par excellence, c'est la ressource humaine, c'est le capital humain. Vous voyez comment les Japon se développent. Les Japon sont les meilleurs en ce qui concerne les gadgets électroniques dans le monde. Vous voyez comment l'Inde se développe à partir de l'informatique. Ils sont les meilleurs aujourd'hui. On leur accorde de la nationalité partout pour développer l'informatique. Donc nous aussi, nous devons nous dire, cherchons un créneau où nous allons nous illustrer. Si ce sera la musique, c'est la musique, si ce sera... Mais cherchons d'abord un créneau. Ça, c'est la manque. Donc nous devons nous spécialiser sur un créneau précis. Donc, pour la ressource humaine, effectivement, là aussi, ça devient de plus en plus obligatoire. La formation du capital humain. Je crois que c'est ça le principal défi. Par-delà les ressources naturelles, vous pouvez avoir beaucoup de ressources naturelles, mais si vous n'avez pas un capital humain de qualité, vous risquez de passer à côté. À côté de ça, il faut quand même savoir que les minerais sont épuisables. Voilà. Et donc, si vous vous inscrivez dans le temps, ce n'est pas la bonne chose. Par contre, moi, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important. Regardez la cartographie des personnes formées dans notre pays. Les personnes formées sont à Kinshasa et à Lubumbashi. Un peu à Kisangani. Un petit peu au Bandundu. Quand on est forcé d'y aller, nos Bandundu vont pour les élections, ils reviennent à Kinshasa. Et le pays, en fait, a commis l'erreur de garder toute la chaleur, toute l'économie, à ces points. Et bien entendu, tout le monde converge vers là-bas. On désire avoir la responsabilité de ce pays, il faut occuper le territoire avec nos intelligences. Tous les médecins vétérinaires sont à Kinshasa. Qu'est-ce que les médecins vétérinaires font à Kinshasa alors qu'il n'y a rien ici? Non, c'est très simple. L'État congolais, à l'époque, leur payait 7 fois moins quand ils étaient en province que quand ils étaient à Kinshasa. La même chose avec les agronomes, la même chose avec les autres disciplines. Vous cherchez des magistrats, il y en a plus à Kinshasa que partout ailleurs. Ça, c'est du volontarisme politique qui peut conduire à cela. On doit être en mesure de mettre en place des mesures incitatives pour redéployer notre population intelligente partout. Avoir des centres d'impulsion. Encore une fois, ça vient à cette idée de l'asymétrie de l'offre politique. L'État doit pouvoir donner des raisons aux gens d'aller là où il n'y a rien pour l'instant, pour être en mesure d'impulser le développement. Mais à côté de ça, il reste quelque chose d'extrêmement important, et je l'ai dit, nous ne devons pas avoir peur de nos voisins. Nous devons avoir un plan pour nos voisins. Si nous n'avons pas un plan pour le voisin, ils auront un pour nous. Voilà. Et aussi bien les voisins immédiats que les voisins lointains. Oui, ce débat nous a permis de dégager pour bien sûr le développement de notre pays 3 leviers importants.
Le premier, c'est les consensus politico-économiques qu'il faut mettre rapidement sur pied. Le deuxième, c'est la décentralisation qui doit devenir effective. Et le troisième, plus important que les deux autres, c'est le capital humain. Regardons-nous en face. Nous sommes dans un pays où nous avons 3 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école primaire. 82 000 enseignants qui sont encore pris en charge par les parents. Le gouvernement s'efforce au jour d'aujourd'hui, nous avons plus ou moins 12% et demi de notre budget qui est consacré à l'éducation, contrairement à ce que nous vivions à l'époque coloniale où il y avait plus ou moins 30% de notre budget qui était consacré à l'éducation. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons franchement continuer comme ça? Et quand on sait très bien que l'éducation est au rabais, le niveau de l'éducation ne fait que baisser, est-ce que ce n'est pas un risque que nous courons? Est-ce que ce pays ne risque pas de nous échapper? Que faire? Très simple. Et nous sommes allés vers la fin de l'émission, vous vous rendez compte, soyez précis, soyez concis. Très simple, il n'y a rien de gratuit. Quand moi j'entends les gens dire l'enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire, je dis non, enseignement primaire et secondaire pris en charge par l'État. Ça veut dire qu'en fait, il faut mettre en place des mécanismes pour lever les fonds, pour être à mesure de subventionner l'enseignement. Et l'enseignement moins cher, ça n'existe pas, ça produit de la mauvaise qualité, ça produit des incapables. Il faut prendre la mesure de la vérité. Alors la vérité est la suivante, messieurs. Ça ne sert à rien, et c'est à la limite idiot, permettez-moi le mot, d'avoir tout ce que nous avons et de continuer à vivre de la mendicité. Ce qu'il faut faire, c'est concéder une partie de ce que nous avons pour avoir accès à de l'argent. Vous savez, les gens critiquent beaucoup ce que le président Kabila a fait en rapport avec le contrat chinois. Tirons la leçon c'est la solution miracle. Tirons la leçon de comment ça n'a pas été bien fait et faisons-le correctement. Modélisons la question et mettons les mécanismes pour Gageons nos ressources. Absolument. Élevons les capitaux. Envoyons nos enfants dans toutes les universités. Et divisons la production et non se contenter des taxes. Aussi simple que ça. Il faut prendre des choix et ce choix est stratégique. Oui. À échéance de 15 ans, on pourra s'accumuler une grosse dette, mais on sera en capacité de pouvoir la payer. Et on aura repris la souveraineté sur nos avoirs. Ok, moi je crois que je commencerai par la formation du capital humain. La formation du capital humain, nous devons dissocier deux choses. Il y a la formation élitiste et la formation des masses. Je crois que nous devons de plus en plus mettre un accent particulier sur une formation élitiste qui est dirigée vers des créneaux précis. Parce que nous avons la technologie de pointe, nous avons ainsi de suite. Cela nécessite une formation élitiste. Parce que le progrès n'attend pas. Les autres avancent à grands pas. Donc, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, un accent particulier doit être porté sur la formation élitiste, sans négliger une formation de masse pour les gens qui savent lire, écrire, compter. Le Sénégal m'a toujours surpris. Au Sénégal, vous trouverez des gens très brillants, mais vous trouverez aussi des gens des illettrés. Mais ils ont fait un choix. C'est cette élite-là qui conduit le Sénégal. Et je l'ai trouvé aussi plus ou moins au Japon, mais au Japon avec une différence qu'ils ont mis aussi un accent sur le lire et écrire de la masse. Je crois que nous aussi nous devons faire attention par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une élite qui est très bien formée et qui peut faire face aux défis du monde actuel. Alors Jérôme a résumé très bien, je crois qu'il n'y a pas de dernière question. Juste parce que là où on a commencé, on a parlé des institutions de Bretton Woods. Sont-elles les bienvenues en République démocratique du Congo? Leur accompagnement est-il positif? Et que devons-nous faire pour vraiment booster la croissance à 2 chiffres et arriver à résoudre les problèmes sociaux qui sont criants? Et quand vous aurez répondu à la question de Jérôme, nous allons terminer l'émission par une autre dernière question que je la pose maintenant pour que vous clôturez. Il a parlé du consensus politico-économique, décentralisation et capital humain. Quelles sont les chances que nous avons d'arriver à manœuvrer ces trois leviers. Quelles sont les chances? Et ce sera la fin de cette émission. Mais vous avez donc un paquet de questions et de réponses que nous attendons. Je vais prendre la main. Oui. D'abord, en rapport avec les institutions de Bretton Woods, elles-mêmes se sont remises en question. Elles ne sont plus financières. Elles deviennent des bureaux d'études. Ce qu'elles offrent le mieux maintenant, c'est la connaissance, l'intelligence. Et donc, il faut prendre au mieux ce qu'elles ont. Parce que l'argent, aujourd'hui, est en Chine. Il faut savoir l'identifier, aller le prendre. Le savoir-faire est devenu pluriel. Il faut savoir aller le chercher. Donc, nos relations avec les institutions de Bretton Woods doivent être des relations d'intelligence.
en circonscrivant exactement quelle est leur offre dans la compétitivité. Deuxième chose, il faut quand même reconnaître que même si on vous donne beaucoup d'argent, si vous ne savez pas ce que vous avez à en faire, ce n'est pas le jour où le million vous tombe, ça ne sert absolument à rien. Il faut nous battre pour avoir notre plan et notre vision. Je vais laisser la deuxième question à mon frère. Très bien. Non, je commencerai par les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire. J'ai commencé par les dire, ce ne sont que des conseillers. Le conseil, c'est une grande fonction, mais ce n'est pas une fonction déterminante. Nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Donc, laissons les fonds monétaires et la Banque mondiale tranquilles. Donc, quand nous recevons un petit courrier qui nous critique un peu, il ne faut pas commencer à faire un deuil, quoi. Aux dernières assemblées, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Le président de la Banque mondiale l'a dit, la directrice générale du Fonds monétaire l'a dit. Ils sont maintenant d'avis de l'existence d'une capacité nationale en RDC pour formuler les politiques et pour mettre en œuvre des politiques qui puissent redresser sur la durée l'économie congolaise. Donc cela voudrait dire quoi? Ils sont aujourd'hui conscients qu'en RDC, il y a un capital humain qui peut mettre en place un plan de développement qui puisse répondre aux défis de ces pays. Ils l'ont reconnu. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est à nous de rédiger notre plan économique, de le faire discuter, de le faire circulariser et d'obtenir le plus grand consensus possible. Et cela est possible. Donc, vous avez touché du doigt. Oui, donc il est possible d'obtenir ce consensus. Nous avons déjà un consensus sur la décentralisation, mais allons maintenant sur les priorités de développement. Et c'est là souvent, quand je vois les partis doivent se soucier d'avoir des bureaux d'études dans les partis qui doivent réfléchir en termes de plans de développement. Quelles sont les priorités? Donc la discussion portera sur les priorités. A va dire, voilà, ma priorité c'est l'industrie, après les services ou je ne sais pas quoi. B va dire, et puis nous allons discuter sur ça pour matcher ces priorités et les harmoniser. Je crois que c'est ce qui reste. S'il y a encore un débat national à faire, comme vous l'avez dit, comme mon ami l'a dit, d'ici là peut-être le conflit à l'Est va se terminer. Donc maintenant, tout le monde va se dire, écoutez, il y avait un prétexte, le conflit à l'Est, c'est terminé. Maintenant, quid du développement? Voilà. Et je crois que là, il faut bâtir un consensus. Le prochain débat national doit être un débat économique. Merci beaucoup, M. Vincent Ngonga. Merci d'avoir été vraiment avec nous. Merci Al Kitenge, mais surtout aussi Jérôme, de nous avoir conduits dans cette réflexion. Vous l'avez compris, nous avons une urgence, et c'est une urgence stratégique. Nous devons nous doter d'un instrument, d'un plan de développement qui soit consensuel, qui soit le plus largement possible partagé par l'ensemble de notre peuple. Mais nous devons aussi et surtout comprendre qu'aujourd'hui, les grands défis, c'est celui du savoir. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir été à ce programme. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.